Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact avec un gros plan sur la génération Glasgow aujourd'hui. La génération Glasgow, c'est un groupe de travail composé de dirigeants de plus de 30 entreprises, ONG, universités. Ils veulent s'attaquer concrètement aux obstacles qui freinent la transformation durable. Je recevrai successivement les 3 organisations à l'origine de cette initiative, Goodness & Co, The Boson Project et Quantis. C'est un changement de vitesse et d'échelle qui sont nécessaires pour répondre à l'urgence martelée par les derniers rapports du GIEC. Et puis on garde comme chaque jour notre rubrique consacrée aux startups. Vous découvrirez Witry, l'appli qui nous récompense pour le recyclage de nos déchets. Voilà pour les titres. Bienvenue à la génération Glasgow. Bonjour Isabelle Grosmaître, bienvenue. Merci Thomas. Vous êtes la fondatrice de Goodness & Co. C'est une plateforme de conseil en transformation positive, mais vous êtes ici pour nous parler de la génération Glasgow. Pourquoi ce nom d'abord pour commencer? Génération Glasgow, c'est un collectif qui s'est monté après la COP26, qui a été envers et contre tout pas à la hauteur de nos espérances en fait. D'où ce nom. D'accord. C'est quoi le principe, l'idée, le projet qu'il y a derrière cette génération Glasgow? Merci. Alors peut-être effectivement raconter un peu la genèse. Ouais. La genèse, c'est on est tous conscients des grands défis devant nous, qu'ils soient structurels, d'ordre culturel. On voit bien qu'on a des problématiques pour gérer toutes ces limites planétaires que l'on dépasse, comme le réchauffement climatique, la justice sociale et bien d'autres encore. Et on voit qu'on n'y arrivera pas sans les entreprises. Ça, c'est un constat que je crois qu'on pose tous aujourd'hui. Et qu'on fait ici dans cette émission quotidiennement, on est bien d'accord. Et donc, encore plus qu'hier, je crois au levier des entreprises comme véritable levier de progrès pour la société. Pour ça, donc, on voit bien les entreprises, elles commencent à toucher du doigt ce sujet. On voit, et vous connaissez ces chiffres par cœur probablement, 8 Français sur 10, par exemple, sont très attentifs à ce que les entreprises prennent ces enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de leur stratégie. On voit bien aussi que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, dans la réalité, elles n'ont plus le choix. Elles doivent embrasser ces sujets, démontrer leur impact dans la société pour être choisies par les consommateurs qui ont envie d'avoir justement des marques de plus en plus responsables, choisies par les collaborateurs, etc. Mais c'est pas si simple. Donc ça, c'est la genèse. Qu'est-ce que vous faites avec la génération Glasgow? C'est quoi? Ça a été d'abord une grande consultation, c'est ça l'idée? Alors en fait, avec mes 2 cofondateurs, donc Dimitri Caudrelier de Quantis et Emmanuel Duès de Boson Project, d'abord, on a été marqué par cet écart, ce gap monstrueux entre les mots, les actions, les engagements et les réalités. Et pour pouvoir accompagner effectivement ces dirigeants, on voyait bien qu'il y avait cet écart grandissant et que la question était assez importante. Et notre envie n'était pas de mettre le doigt sur l'échec, mais notre envie était plutôt de voir quel rôle, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait dans ce cadre-là. Et on a décidé justement d'aller à la rencontre de ces dirigeants pour comprendre pourquoi un tel écart. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, les dirigeants engagés, qui étaient autrefois isolés, sont maintenant, je crois, un mouvement. Les dirigeants d'entreprise ont conscience qu'il faut aller vers. Mais c'est pas si facile. Est-ce que c'est dû parce que, oui, on met en place des engagements et après on ne sait pas calculer les trajectoires? Est-ce qu'il existe trop de biais pour transformer culturellement les entreprises? Est-ce que c'est parce que c'est des sujets trop complexes qui ne peuvent pas être traités à l'échelle d'une seule et même entreprise et qui nécessitent des coalitions? Est-ce parce qu'il faut revoir les modèles de gouvernance? Quel est le rôle des conseils d'administration? C'est tout ça qu'on a voulu faire. Ouais. Donc en partant à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises, d'organisations, d'ONG, c'est ça? D'abord, on est allé voir les dirigeants et on est allé les rencontrer. Au départ, on s'était dit on va rencontrer une petite dizaine. Et puis finalement, on a rencontré plus de 30 dirigeants qui, effectivement, ensemble, représentent plus aujourd'hui que 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est allé voir ces dirigeants comme par exemple Nicolas Hieronymus de L'Oréal ou Philippe Blondiot de Chanel ou encore Cécile Belliot en France du groupe Bell et bien d'autres encore. Et on a essayé de comprendre, sans journaliste, sans dire cab, qu'est-ce qui se passait en tant que leader.
Qu'est-ce qui faisait aujourd'hui? C'est quoi les freins, ce qui les empêchait d'aller plus vite, quoi, Exactement. de passer à À l'échelle, la fois leur vision, leur conviction. Ouais. Qu'est-ce qui faisait? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui sont faites. Mais elles ne sont pas, comme vous l'avez souligné en introduction, ni à la vitesse, ni à l'échelle nécessaire pour réussir la transformation. Donc vous avez, grâce à eux, commencé à identifier ces frères. On y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment vous allez travailler? Parce que c'est bien d'identifier. Après, c'est quoi l'idée? C'est de faire des propositions, de partager les bonnes pratiques? C'est quoi l'objectif? Alors en fait, assez vite, une fois qu'on a rencontré ces dirigeants, on a voulu aussi interroger la jeunesse. Parce que justement, la jeunesse apporte ce regard oblique. Relativement naïf. Et on est allé voir des leaders comme Arthur Oboff de Time for the Planet ou bien pour un réveil écologique, pour aussi comprendre quel était leur regard sur ces grands obstacles. Et on a également accompagné nos interviews de rencontres avec ce qu'on appelle les penseurs de la transition, les thought leaders, les experts, comme par exemple Sandrine Dixon-Desclèves, la coprésidente du Club de Rome, ou Marcello Palazzi, qui est un des grands leaders du mouvement Bicorp. Et tous ensemble, on a fait émerger plusieurs choses. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est cette étincelle du courage. Parce que justement, il n'y aura pas de transition sans courage. C'est pas si facile. Et en fait, on a voulu célébrer ça. Et la première chose qu'on a faite la semaine dernière, c'est de publier ce manifeste sur le courage. Le courage de penser grand, sortir du cadre, le courage de l'action, ne pas être tétanisé par la peur, le courage de la vérité, oser effectivement sortir du déni, tous ces éléments qui ne sont pas si faciles. Donc ça a été notre première pièce. C'est plus facile d'être courageux quand on est plusieurs? Bien sûr. C'est important, vous voyez, le fait que ce soit une action collective, un mouvement collectif? Bien sûr. C'est quelque chose qui ressort énormément des interviews. Ces dirigeants engagés ont besoin d'être ensemble, encouragés aussi par cette nouvelle génération, par ces experts qui vont partager, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais partager justement les uns avec les autres, voir jusqu'où on peut aller, et puis peut-être agir ensemble, expérimenter pour aller beaucoup plus loin. Mais ça veut dire aussi, et je reprends ce mot courage, accepter de bousculer des habitudes qui sont ancrées depuis des décennies. Est-ce que ça veut dire qu'il faut former ou peut-être même déformer ces dirigeants? Alors, je crois qu'en fait, le courage du leadership était l'étincelle nécessaire. Mais il faut bien plus que ça pour transformer une entreprise. Il y a plein d'ingrédients. Le dirigeant n'agit pas seul. C'est simplement, il faut lui permettre d'avoir le courage suffisant et les conditions nécessaires autour de lui pour lui permettre ces transitions. Ouais. Mais je repose la question sur la formation des dirigeants. Est-ce que ce n'est pas un axe important? Parce que quand ça fait 10 ans, 20 ans, ça dépend des générations, 30 ans, 40 pour certaines, qu'on manage une entreprise d'une certaine façon, avec des critères, mais on peut parler des critères financiers, des critères comptables, bref, etc. Est-ce qu'il ne faut pas les reformer? Et je repose exactement la question, voire les déformer. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je crois... Bien sûr, la formation est un élément essentiel et notamment, par exemple, j'en suis convaincue sur les conseils d'administration. On pourrait en parler, ou les collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans le 440, il n'y a que 2% des collaborateurs qui sont formés au sujet de l'ESG. Mais au-delà de ça, le point, c'est plutôt de leur permettre à ces dirigeants d'oser. Le courage, c'est agir chaque jour, prendre dans les moments difficiles des décisions. Le courage, c'est la notion de constante aussi. Et c'est leur permettre de réussir. Est-ce que ça veut dire aussi que des entreprises qui sont concurrentes doivent accepter de travailler ensemble? Ça, c'est une grande nouvelle donne, bien sûr. Aucune entreprise ne peut y arriver seule. Aucune. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'une nouvelle forme de coalition s'impose. Oui. Et de travailler, donc ça veut dire de travailler avec effectivement des ONG, des experts, d'autres entreprises, mais aussi ses concurrents. Et ça, effectivement, c'est une nouvelle donne qui est relativement complexe. Mais est-ce que c'est pas une prime à ceux qui ont moins travaillé, ça? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, on va partager des bonnes pratiques, ceux qui sont moins avancés sur le chemin de la transition vont bénéficier du travail des pionniers. Est-ce que c'est pas une prime à ceux qui ont moins travaillé ou qui étaient dans le déni?
Alors, je ne crois pas personnellement, parce que je crois que seules les entreprises qui auront vraiment démontré leur impact positif dans la société prospéreront parce qu'elles seront choisies par les collaborateurs, les consommateurs, etc. Je suis bien d'accord avec vous. Sûr. Donc celles qui ont pris de l'avance, eh ben forcément, dans ce mouvement, elles ont pris de l'avance aussi vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis du financement, etc., etc. Donc si on partage les bonnes pratiques, on permet aux autres de rattraper le retard. Entre entreprises concurrentes. Mais là encore, moi aussi, j'emploie des formules et des réflexions qui sont peut-être très ancien monde. Non, mais ce n'est pas si simple, vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup, merci Isabelle Gromette. On va continuer de découvrir cette génération Glasgow et les premières pistes d'action identifiées. Le débat de ce Smart Impact, toujours autour de la génération Glasgow. J'accueille Rose Olivier, bonjour. Bienvenue, vous êtes pilote de l'Observatoire du Boson Project. Anne Désérable, bonjour. Vous êtes la directrice générale de Quantis, cabinet de conseil en développement durable, et Boson Project, conseil en transformation des organisations. En quoi vous êtes complémentaires avec Goodness & Co, j'y arrive, pour mener... Parce que moi, je prépare l'émission, je me dis, ils font un peu les mêmes jobs les uns et les autres. En quoi vous êtes complémentaires? Allez, Anne Désérable pour commencer. Alors non, pas tout à fait. On ne fait pas tout à fait les mêmes jobs. Quantis, c'est vraiment un cabinet de conseil, vous l'avez dit, qui est spécialisé dans la stratégie environnementale. On a été fondé en 2008 et ça fait 15 ans qu'on accompagne les entreprises dans la prise en compte de leur impact environnemental. Donc on va évaluer pour elles quels sont les impacts environnementaux liés à leur activité. Et ensuite, évidemment, on va les aider à réduire cet impact. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. C'est la réduction, c'est pas tant la mesure. Et le Boson Project? Alors nous, on est spécialisé dans la transformation des organisations par et pour le corps social. Donc concrètement, notre métier, c'est d'embarquer les corps sociaux dans les projets de transformation, dans les nouvelles stratégies d'entreprise, pour faire en sorte de passer à l'échelle ce qui est défini au niveau de la tête dirigeante. Alors, je vous propose quelques chiffres sur l'urgence climatique pour démarrer cette partie de l'émission. Plus 68% d'émissions mondiales de CO2 fossiles entre 90 et 2019, plus 1,1 degré sur les températures mondiales. Là, on est entre la fin du 19e et les années 2010. Et puis alors ça, c'est assez frappant, 416 milliards de dollars investis dans l'exploration et la production d'énergie fossile en 2021. Bref, on continue d'investir beaucoup dans ce qu'il faudrait abandonner. Et 68% des populations d'animaux vertébrés sauvages perdues entre 1970 et 2016. Anne Désérable, est-ce que les dirigeants que vous avez rencontrés étaient forcément conscients de ces chiffres? On parle souvent de claque climatique. Est-ce que vous avez encore besoin de donner une claque climatique aux dirigeants que vous conseillez? Alors, on ne peut pas dire effectivement que tous les dirigeants aujourd'hui ont le même niveau de connaissance et de compréhension de ces enjeux-là, mais charge à nous justement de les former et de s'assurer qu'ils le prennent bien en compte. Autant la partie climatique qui aujourd'hui est vraiment beaucoup mieux comprise que la partie par exemple biodiversité. Voilà, la crise dont on parlait moins il y a encore 4-5 ans et dont on parle beaucoup depuis 2 ans. Beaucoup plus aujourd'hui, mais ce qu'on réalise surtout, c'est le gap qu'il y a, vous en avez parlé juste avant, le gap qu'il y a entre tous les engagements qui ont été pris ces dernières années et qui sont de plus en plus ambitieux. On parle de neutralité carbone, de net zéro, d'abord de 2050, puis de 2030. On est de plus en plus ambitieux sur ces sujets-là. Et pour autant, quand il s'agit de passer à l'action, alors c'est pas qu'il n'y a plus personne, mais c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, l'enjeu, il est là. Il est sur le passage à l'action. Et c'est là qu'on se heurte à un certain nombre de blocages dans les entreprises. Et c'est ça qu'on essaie d'adresser au sein de l'initiative Génération Glasgow. Rose Olivier, il y a plusieurs freins que vous avez identifiés lors de ces rencontres avec ces dirigeants. Il y en a plusieurs. Alors, il y a la gouvernance, il y a la culture interne des entreprises, comment embarquer les salariés. Peut-être sur comment embarquer les salariés. C'est une aventure, la transformation de l'économie. On parlait de courage tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Comment embarquer les salariés ? Peut-être en préambule de cette question, je vais rebondir sur les propos d'Anne et notamment cet écart qui existe entre les mots, les stratégies qui sont formalisées et le vrai passage à l'action. Ça a des conséquences sur la perception notamment des collaborateurs mais aussi des consommateurs. Et peut-être un chiffre pour l'illustrer, il y a 75% des Français aujourd'hui qui sont méfiants des entreprises engagées, notamment sur le volet environnemental. Donc on voit bien qu'il y a une certaine dissonance qui est vécue entre les discours d'intention et ce qui est vraiment concret dans les entreprises. Oui. Il y a eu des promesses, on a l'impression qu'elles ne sont pas forcément tenues. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait
on ne change pas une organisation par décret. Et il y a ce que François Dupuis, le sociologue des organisations, appelle le primat du réel. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression un petit peu barbare? Ça veut dire que chaque organisation est infiniment complexe, qu'il n'y a pas de bonne solution et qu'il faut rentrer dans les entrailles d'une entreprise, dans toutes ses singularités, ses jeux politiques, ses distinctions culturelles, pour comprendre vraiment la manière dont elle fonctionne et comprendre comment est-ce que, en fonction de ces singularités-là, j'embarque ensuite mon corps social. Oui, donc ça répond en partie à la question que je posais. Moi, il y a un mot que j'utilise, qu'on utilise souvent dans cette émission, c'est le mot transversal. C'est-à-dire que le sentiment que j'ai, c'est qu'en quelques années, les objectifs de RSE, ils sont passés d'une petite partie de l'entreprise à une stratégie complète. Alors, est-ce que ça suffit, ça, pour embarquer le corps social, comme vous dites? Alors non, ça suffit pas. Et 3 dimensions sur lesquelles on peut agir pour ça. La première dimension, c'est le design d'organisation. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, les organes de gouvernance ne sont pas dessinés pour répondre aux enjeux de durabilité. Donc, comment est-ce qu'on repense nos modèles de gouvernance pour être au service de cette performance durable? Et il y a ce qu'on appelle la loi d'Ashby qui dit que la complexité d'un système de gouvernance doit être équivalent à la complexité de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et avec la prise en compte du paramètre de durabilité, donc les limites planétaires, ça complexifie énormément la gestion des entreprises. Et en parallèle, du coup, les systèmes de gouvernance qu'on met en place doivent être aussi complexe, embarquer plus de parties prenantes. Isabelle parlait notamment, par exemple, des ONG, comment est-ce qu'on les embarque dans la définition de la stratégie de l'entreprise, comment est-ce qu'on se donne un conseil de surveillance qui soit à la hauteur des enjeux climatiques qu'on veut adresser. Voilà, c'est tous ces sujets-là. Je voudrais qu'on parle aussi, Anne Désérable, des outils, des méthodes de calcul. On emploie souvent les mots d'extra-financier. Alors, effectivement, ça commence à poindre effectivement, dans certaines méthodes de calcul. On en est où et c'est quoi les pistes de transformation? Parce que là, on dit qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Oui, tout à fait. Alors, juste pour en revenir juste avant sur les blocages, il y a un vrai gros blocage à cette transformation, c'est la vision court-termiste qu'ont les entreprises aujourd'hui et qui est une vision qui est poussée par les actionnaires. Comment on fait maintenant pour sortir de cette vision court-termiste? Déjà, le fait de s'intéresser aux impacts environnementaux long terme sur l'entreprise et aussi aux impacts de ces changements climatiques que ces changements climatiques vont avoir sur l'entreprise elle-même, donc aux risques qu'elle encourt, permettent d'ouvrir un peu les horizons. Et d'arrêter de regarder à 6 mois, 1 an. Maintenant, une fois qu'on a mesuré, effectivement, il faut voir comment réduire. Le sujet de la gouvernance est extrêmement important. La question, c'est comment ces sujets sont pris et par qui ils sont poussés au sein de l'entreprise, comment ils sont suivis. Et là, on traite du sujet des critères de performance. Aujourd'hui, les critères de performance dans l'entreprise ne prennent pas en compte, malheureusement, ces volets environnementaux. Donc, comment on s'assure que tous ces blocages-là qu'on a identifiés deviennent en réalité maintenant des leviers pour réussir cette transformation-là? Ça veut dire que c'est presque des métiers à réinventer. Le métier de comptable, il doit complètement repenser. On parlait dans la première partie d'habitudes ancrées depuis des décennies. C'est de ça dont on parle. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a 2 choses. Il y a former ces métiers-là déjà à mieux comprendre ces enjeux et former, vous parliez de déformation tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est oublier un peu ce qu'on a appris et essayer d'aborder son métier un peu différemment. Et puis il y a outiller. Et c'est ce qu'on fait aussi au sein de Cantis, c'est les aider à leur fournir des outils qui leur permettent de prendre des décisions plus éclairées. Ouais. Il y a le frein réglementaire aussi, je ne sais pas laquelle de vous deux va en parler, peut-être vous, Anne Désérable. C'est intéressant de voir, est-ce que c'est possible d'avoir cette action collective des entreprises sans une action conjointe avec les États, avec les gouvernements? Parce que ça semble, c'est peut-être une lapalissade. La réponse est forcément non. Mais comment on peut pousser les États à aller eux aussi plus vite, d'après vous? Alors, chez Cantis, nous, on travaille essentiellement avec les entreprises. Et je suis convaincu que c'est en travaillant avec les entreprises qu'on aide indirectement les régulateurs ensuite à légiférer sur ces sujets-là. Oui, mais ça marche dans l'autre sens aussi. La loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, elle a poussé des filières à se créer. Oui, complètement. Donc c'est un cercle vertueux. Soit il est vicieux, soit il est vertueux. On essaie de faire en sorte que ce soit le second. Donc on travaille, nous, avec les entreprises pour montrer
justement au gouvernement que ces entreprises-là, elles sont les premières à vouloir changer, se transformer et encourager par là même le régulateur à légiférer. Ouais. On a reçu ici plusieurs fois les chefs d'entreprise de la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, ça fait partie des organisations qu'on accompagne. Est-ce que vous êtes complémentaires? En quoi vous êtes complémentaires? Je pense que la singularité de Génération Glasgow, c'est justement d'allier la force de 3 entreprises qui ont des angles de vue différents pour justement compléter les expertises et arriver à comprendre très en profondeur, à partir de nos expertises analytiques, quels sont les freins qui sont vraiment auxquels doivent vraiment faire face les dirigeants. Donc, on a parlé du sujet du courage, du leadership. Ouais. Il y a également le sujet de la gouvernance, on en parlait également. Il y a aussi le sujet générationnel. Aujourd'hui, le sujet générationnel, c'est plus un objet de fracture qu'un effet de levier sur lesquels on prend appui pour adresser les transitions. Voilà, comment est-ce qu'on met tout ça à profit? À la fois la grille de lecture, le logiciel de la jeunesse qui a envie de monter en compétences, en connaissances, qui a une énergie folle à revendre sur ces sujets, avec une génération de dirigeants qui aujourd'hui ont envie d'être bousculés, qui a envie de la fraîcheur de la jeunesse justement pour avancer. Comment est-ce qu'on met ces générations-là en synergie? Il y a aussi le sujet, notamment le levier managérial sur lequel il faut prendre appui. On ne passe pas une transformation à l'échelle sans notamment les managers de proximité qui seront en capacité de traduire concrètement les plans stratégiques en actions concrètes pour les équipes. Mais alors, si vous avez un exemple concret d'action déjà engagée, par exemple peut-être sur le gap générationnel, effectivement, comment associer... alors c'est quoi? C'est soit les jeunes salariés de l'entreprise, ou alors c'est aller chercher des start-upers et monter des partenariats avec des start-upers? C'est quoi l'idée? Et ça, il y a plein de dispositifs qui existent. Tous ne sont pas aussi efficaces. Par exemple, on a eu un moment la mode des shadow committees, etc. Justement, là, le but de Génération Glasgow, c'est d'avoir identifié les sujets et ensuite de rentrer vraiment dans le détail, d'aller étudier vraiment ce qui bloque et qu'est-ce qui fonctionne. Sur le sujet de jeunesse et pouvoir, comment est-ce qu'on les fait se rencontrer, se dialoguer pour justement créer des synergies vertueuses. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on va travailler. Il y a le constat de beaucoup d'échecs de dispositifs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour que ça marche? Est-ce que vous êtes... l'impression que j'ai, c'est qu'on est encore un peu dans le stade théorique, c'est-à-dire vous avez identifié, vous avez théorisé... le passage à l'action, vous le faites aussi dans vos entreprises respectives, mais ça va être quoi la phase suivante de Génération Glasgow? Oui, effectivement, donc on le fait dans nos entreprises respectives, mais l'idée et la prochaine étape dans Génération Glasgow, c'est de monter des groupes de travail sur la base du volontariat, sur la base de l'expertise, de l'expérience de chacun, pour travailler ensemble sur des sujets bien identifiés. Alors typiquement comme le sujet de la gouvernance, qui fera partie des premiers sujets à adresser. Et c'est au sein de ces groupes de travail que vont émerger un certain nombre de propositions qui ne vont pas toutes forcément être adaptées à toutes les entreprises. On va devoir prendre en compte les spécificités de chacune, mais ces propositions ensuite qui pourront être mises en place par les leaders d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à la Génération Glasgow. On passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Witry. Bonjour Arnaud Louiset, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Witry, histoire de famille, puisque vous l'avez créé avec votre frère Guillaume. Et avec quelle idée? C'est quoi le déclic? Tout à fait, donc c'est mon frère qui a eu l'idée initiale. Et c'est parti d'un constat fait en tant que consommateur sur plusieurs points en fait. Le premier, c'est que on a parfois des difficultés en tant que consommateur pour recycler. Ça peut être un manque de motivation, mais ça peut aussi être un manque de motivation, d'information. Bien sûr, ouais. La deuxième chose, c'est que le coût de traitement pour les ménages augmente, la fameuse taxe d'ordures ménagères. Et en même temps, on nous dit que nos déchets prennent de la valeur de plus en plus avec des entreprises qui arrivent à les valoriser. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice sociale à faire, et d'où le côté récompensant. Et puis, finalement, c'est l'urgence aussi écologique, climatique, qui nous pousse aussi à agir et à créer cette start-up à impact avec une appli ludique, récompensante
et éco-responsable. Oui, alors on va rentrer dans le détail. Comment ça marche cette appli? Comment ça marche Witry? Tout simplement, vous téléchargez Witry. Vous voyez ensuite la liste des différents déchets qui sont ouvertes à des offres de reprise. Vous déposez vos déchets dans un des 5000 points de collecte référencés sur l'application. Et à chaque dépôt, vous gagnez des points sur votre cagnotte Witry. Et ces points, vous pouvez ensuite les transformer de 3 manières. Soit en virement bancaire, directement sur votre compte, soit en don associatif, soit en carte cadeau chez nos partenaires commerçants. Ouais. De quels déchets on parle? Alors, de tout type de déchets, mais particuliers, ménagers. Donc ça va aux tout petits déchets comme la capsule de café en aluminium, le bouchon de liège, la bouteille plastique, jusqu'à des déchets plus occasionnels et un peu plus rares en termes de consommation, qui sont des téléphones portables qu'on stocke depuis très longtemps. On en a tous de nombreux dans nos cartons. Oui. Ouais, et ça peut être des choses plus occasionnelles, des pneus de vélo, des collants aussi pour les femmes. D'accord, donc on voit vraiment, il y a vraiment la liste presque produit par produit d'une certaine façon, ou famille de produits, on va dire. Alors ça après, c'est rassemblé en famille de produits. Ouais, c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, il y a une vingtaine de produits référencés sur l'appli. Mais le but du jeu, c'est vraiment de mailler un maximum la poubelle des gens pour valoriser et envoyer le déchet directement vers la bonne entreprise. Alors, je m'imagine utilisateur de Witry. Par rapport à mes habitudes actuelles, moi, je trie plastique, carton, etc. Et tout ça, ça va dans la poubelle jaune et je m'en occupe plus. Donc là, qu'est-ce que je change à ces habitudes pour rentrer dans la mécanique Witry et être finalement récompensé pour mon geste? On affine encore ce tri en dirigeant vraiment le gisement de déchets spécialisé directement vers un industriel ou un recycleur, un upcycler, qui va optimiser l'utilisation de ce déchet. Donc au lieu de mélanger et ensuite de repasser par un centre de tri où il va y avoir des interactions entre les déchets, où on va avoir une génération de coûts assez importante. On isole à la source les déchets, on les envoie directement et on les massifie dans des points de collecte pour qu'ils transitent ensuite vers des recycleurs, upcyclers spécialisés. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que alors il y a le côté consommateur, on vient d'en parler, mais vous êtes aussi le partenaire des filières. C'est-à-dire qu'il y a des filières qui existent depuis longtemps, d'autres qui se sont créées, qui ont besoin de matières premières en quelque sorte, c'est ça? Alors oui, effectivement, le but du jeu, c'est d'accélérer les filières qui existent déjà, en leur rapportant plus d'approvisionnement et plus de qualité au niveau du gisement de déchets, mais aussi ouvrir la possibilité de créer de nouvelles filières, là où les acteurs innovants, les recycleurs et les upcyclers ont du mal à s'approvisionner sur un déchet très particulier. Vous avez un exemple en tête? On a un exemple en tête, par exemple, sur l'Avier Belt, qui essaye de capter des gisements de déchets de pneus. C'est quelque chose qui est difficile à capter puisque ça passe très souvent par de la mise en décharge ou des encombrants, etc. Et en récompensant le consommateur pour faire ce geste de dépôt en un lieu précis, on permet de massifier le déchet et de le diriger directement vers cette entreprise upcycler des Hauts-de-France. Voilà, la bonne idée de Witry, qui est aussi en cette période d'inflation un outil pour récupérer un peu de pouvoir d'achat. Merci et bravo Arnaud-Louis et Bonvent à Witry. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.